Alors, conduite à tenir devant un état de mal épileptique. Alors, première définition. D'attaquer l'état de mal épileptique, on va commencer par des définitions qui vont être utiles pour la fin du TD, pour la compréhension du TD. Alors, une crise d'épilepsie, c'est l'ensemble des manifestations cliniques paroxystiques imprévisibles et transitoires qui résultent de l'hyperactivité paroxystique d'un réseau de neurones corticaux ou sous-corticaux et de son éventuelle propagation. Une crise d'épilepsie peut survenir dans le cadre d'une situation favorisante occasionnelle, telle qu'un déséquilibre ionique ou un sevrage au benzodiazépine. Alors je m'explique. On peut avoir une crise d'épilepsie. Ce n'est pas pour autant qu'on est épileptique. On peut avoir une hypocalémie, une hyponatrémie, une hypocalcémie, et, et ça provoque une crise d'épilepsie. Par contre, l'épilepsie est une maladie cérébrale chronique caractéristique non seulement par une prédisposition durable à générer des crises, mais également par des conséquences neurobiologiques, neuropsychologiques, sociales et psychiatriques. Dans ce cadre, les crises d'épilepsie surviennent spontanément. Un traitement est le plus souvent nécessaire à les contrôler. L'épilepsie comme maladie, c'est le fait de refaire des crises. Ce n'est pas parce qu'on a fait une fois une crise d'épilepsie qu'on est épileptique, mais c'est la répétition de ces crises qui fait qu'on soit épileptique. En pratique, la survenue d'une crise cliniquement avérée, donc cliniquement avérée, ça veut dire que c'est une crise qui respecte la clinique d'une crise d'épilepsie. Alors, la crise d'épilepsie que vous connaissez tous, c'est la crise tonico-clonique généralisée. Bien sûr, vous avez vu dans le cours qu'il y a plusieurs types de crises, qu'il n'y a pas que la crise tonico-clonique généralisée. Il peut y avoir des crises partielles, des absences. Néanmoins, je vais axer le TD sur les crises tonico-cloniques généralisées et l'état de mal qui l'en suit, car c'est la plus courante. Vous aurez affaire à ça en, en tant qu'interne, en tant qu'externe, en tant que médecin généraliste et dans les urgences. Vous verrez sans doute une ou deux crises d'épilepsie dans votre cursus. Alors, la survenue d'une crise clinique avérée, soit au moins un des éléments pathologiques, présence d'anomalies paroxystiques, lésions cérébrales préexistantes épileptogènes à l'imagerie, troubles du développement mental préexistant. La survenue d'au moins de deux crises d'épilepsie cliniquement avérées non provoquées espacées au moins de 24 heures. Donc la maladie épileptique ne se conçoit pas juste avec la crise. On peut étayer et appuyer notre diagnostic avec un EEG qui trouve des polypointes, des pointes, par des lésions cérébrales préexistantes épileptogènes. Alors la lésion la plus commune que vous allez peut-être entendre, c'est une atrophie hippocampique, donc des lésions au niveau de l'hippocampe. On peut avoir qui prédispose à la maladie épileptique et des troubles du développement mental préexistants. Ça veut dire que c'est des doubles, euh, c'est un retard mental qui peut être associé à l'épilepsie. Pour la maladie épileptique, il faut qu'il y ait au moins deux crises à 24 heures d'intervalle. S'il y a deux crises dans le même jour, on ne considère pas que c'est une maladie épileptique. Revenons au sujet de notre TD, l'état de mal convulsif généralisé, ce que je vais abrévier dans le reste du topo avec EMCG. C'est un syndrome reflétant une souffrance cérébrale focale ou diffuse. C'est une urgence qui est, c'est une urgence qui est complexe du fait qu'on doit être au chevet du malade et en même temps investiguer pour savoir pourquoi le malade a fait un état de mal épileptique. S'assurer de la réalité du diagnostic. Est-ce que vraiment il fait un état de mal épileptique? Car nous sommes confrontés malheureusement à des crises d'hystérie
qui ressemble à un état de mal épileptique où le patient ou la patiente se tord dans tous les sens. On a l'impression que c'est des crises d'épilepsie, mais ce n'est pas des crises d'épilepsie. Contrôler les multiples facteurs d'agression cérébrale. L'agression cérébrale ne veut pas dire une agression physique. Ça peut être soit une agression physique, soit un traumatisme, soit une inflammation, soit une infection, soit un trouble métabolique. Interrompre les crises d'épilepsie, car les crises d'épilepsie entraînent une souffrance cérébrale et a posteriori une ischémie cérébrale. Rechercher et traiter l'étiologie. Définition. La communauté des épileptologues définissent l'état de mal comme une activité épileptique continue ou répétition de crises sans restauration de la vigilance, durant 30 minutes. En langage simplifié, ça veut dire que ce sont des crises qui se répètent et que le malade, il ne vous parle pas, il a un trouble de la conscience, il n'est pas capable de vous parler, il fait crise derrière crise et ça dure 30 minutes au moins. Définition. Il y a 2 stades dans l'état de mal épileptique. Il y a le stade précoce ou menaçant qui est évalué en général entre 5 et 29 minutes, déclaré ou installé qui dure plus de 30 minutes. La durée moyenne d'une crise d'épilepsie est de 2 minutes. C'est vrai que le malade a tendance à vous dire ça a duré plus de 30 minutes, mais quand on fait l'interrogatoire, on demande, c'est le fait de reprendre conscience qui fait qu'il vous dit j'ai fait une crise qui a duré 30 minutes. Mais en réalité, en reprenant l'interrogatoire, en parlant aux témoins, la crise d'épilepsie, elle dure 2 minutes, pas plus. Au-delà, on commence à s'inquiéter. Au-delà de 15 à 30 minutes, c'est des confusions auto-entraîneuses. Ça veut dire que c'est une crise qui entraîne une crise. Il y a un début de pharmacorésistance, il y a un début de lésion neuronale, de hypoxie cérébrale et donc d'ischémie cérébrale. Mortalité entre 30. Alors la mortalité dans un état de mal épileptique entre 10 et 29 minutes, on a un pourcentage de mortalité de 2,6, et au-delà de 30 minutes, vous voyez que le pourcentage, il est multiplié pratiquement par 10. Il devient à 29%, à 19%, ce qui est énorme. Donc, c'est à nous d'agir très, très, très rapidement. On va parler un petit peu d'épidémiologie. Alors, selon les définitions, c'est entre 5 et 40 personnes par 100 millions d'habitants. Alors, la mortalité, comme vous le constatez sur cette diapo, elle est de 14% pour les malades qui sont âgés entre 16 et 59 ans. Et là, la proportion, elle double, voire elle triple carrément au-delà de 60 ans. Pour voir que l'âge est un facteur très très important. Alors, vous allez me dire les étiologies d'un état de mal. Comment ça se fait qu'un épileptique ou un malade qui n'est pas épileptique fasse un état de mal? Alors, on a le cas le plus fréquent, c'est des épileptiques qui oublient leur traitement ou qui sont sous-dosés en traitement. Alors, les neurologues font très très attention à donner le traitement et à dire aux malades de ne pas oublier leur traitement, car des fois, un seul oubli entraîne un état de mal épileptique. Des fois, le neurologue commence à faire un sevrage, car le malade était épileptique, et au bout de 3-4 ans de traitement sans crise, du tout, on peut arrêter le traitement, envisager. Et là, peut-être, il y a une recrudescence des crises d'épilepsie car on a fait un sevrage peut-être trop rapide ou peut-être que le malade
ne peut pas arrêter son traitement antiépileptique. Mais le cas où on est le plus confronté, c'est surtout en période de jeûne, où le malade oublie son traitement parce qu'il n'a pas eu le temps de le prendre le matin très tôt, et donc il commence son jeûne sans avoir pris son traitement. Et là, il peut y avoir un souci. C'est des malades aussi qui peuvent oublier par inadvertance le traitement, car vous voyez qu'avec l'âge, on peut oublier, ou qui ont plusieurs médications, et là, on peut entraîner un état de mal épileptique. Parmi les étiologies, les AVC, agression, tout à l'heure, on avait dit le mot agression cérébrale. L'AVC est une agression, que ce soit un AVC ischémique ou un AVC hémorragique, car il y a une atteinte des neurones. Et vous voyez que l'état de mal va entraîner une plus grosse agression neuronale. L'hypoxie, l'anoxie chez les enfants, ou l'hypoxie du cérébral due peut-être à une intoxication au CO, donc on a une hypoxie cérébrale, ou une hypoxie cérébrale qui est retrouvée malheureusement euh, dans cette période, dans la période Covid, où il y a une hypoxie cérébrale car il y a une hypoxie du poumon. Les causes métaboliques, l'hypokaliémie, l'hyponatrémie, peuvent entraîner des crises d'épilepsie, les intoxications à différentes molécules, les causes tumorales, infectieuses, inflammatoires. Alors, tumorales, surtout en neurochir, vous voyez des malades qui font des états de mal. On fait un scanner, on trouve ce que j'appelle une grosse tumeur cérébrale, que ce soit un gliome, une métastase. Ça peut être des causes infectieuses telles que la toxo, des causes inflammatoires telles que la sclérose en plaques qui entraînent des crises d'épilepsie et si elles ne sont pas traitées, qui peuvent entraîner un état de mal épileptique. Et des fois, on a beau chercher, on ne trouve aucune cause. On appelle ça peut-être à tort idiopathique, mais il y a toujours une cause qu'on n'arrive pas à détecter. Les étiologies, elles sont juste résumées ici de façon à voir les plus grosses causes euh, de, euh, euh, d'état de mal épileptique. Donc vous avez le changement de médication, l'anoxie et tout ça. Alors, ce qui nous intéresse dans cet état de mal épileptique, c'est surtout la prise en charge. Comment je vais prendre un malade qui va venir, je suis en déchocage aux urgences, je suis en consultation et je vois des malades qui viennent très très anxieux et qui viennent vous rapporter soit un enfant, soit un adulte dans un état de mal épileptique, c'est-à-dire quand vous posez la question, oui, depuis que je l'ai, depuis tout le trajet, depuis la maison jusqu'à le bureau, il n'a pas arrêté de faire des crises. Et là, c'est très, très inquiétant. Donc, vous allez savoir, est-ce que, en premier temps, le traitement médicament entre 0 et 30 minutes, donc le traitement épileptique que tout le monde connaît et que on utilise très, très fréquemment aux urgences, c'est diazépam ou le clonazépam, 1 mg. Si il n'y a pas sédation de la crise, on renouvelle après 5 minutes, on attend 5 minutes, donc 1 mg, c'est une ampoule. Débuter simultanément, si c'est possible, son traitement antiépileptique, ça veut dire s'assurer que le malade poser à ses proches la question quel est son traitement antiépileptique? Est-ce qu'il prend un traitement épileptique? Ils vont vous dire oui, il prend du valproate, peut-être qu'il faut prendre du cardénal. Donc, si c'est possible, commencez par voie IV un traitement antiépileptique euh, à action prolongée. Euh, donc, on a comme antiépileptique la phénitoïne, qui n'est pas disponible malheureusement en Algérie, et on a le phénobarbital, qui est du gardénal.
c'est 15 mg par kilo. Et l'acide valproïque, qui est la dépakine, malheureusement, qui n'est pas disponible en voie d'IV, mais on peut l'administrer par voie nasogastrique. Donc, comment c'est un anti-épileptique, ce qu'on appelle le diazépam et clonazepam, c'est un traitement anti-épileptique d'appoint. Et simultanément à ça, posez la question, quel est le traitement que prenait le malade, et débuter un antiépileptique qui est à action prolongée, qui est soit le phénobarbital, soit l'acide valproïque en Algérie, mais ce qui est le plus facile à faire, c'est le phénobarbital. Parce que l'acide valproïque, vous allez passer par son nasogastrique, et l'efficacité n'est pas aussi bonne que si elle était en IV. Bien sûr, il faut prendre des mesures générales, prévenir les traumatismes, libérer les voies aériennes, l'oxygénothérapie, et surtout, surtout, si vous avez un état de mal épileptique, faire systématiquement une glycémie. Car vous savez que tout désordre ionique peut provoquer un état de mal épileptique. Donc le contrôle de la glycémie est important, et c'est un geste hyper facile à faire, qui est le dextro. Vous en avez pour 1 minute. Alors, est-ce que les benzodiazépines seules en première attention? La benzodiazépine a un effet purement suspensif d'action brève. Donc, dans 50%, il y a une convulsion qui va récidiver dans les 2 heures. Donc, il est clair qu'un traitement antiépileptique de longue durée est recommandé. Ça, c'est des consensus qui sont faits et qui ne doivent pas être... Donc, le traitement antiépileptique de longue durée ne doit pas être différé. Le traitement médicamenteux de deuxième temps, si la crise n'a pas répondu au bout de 30 minutes, donc on est dans le deuxième temps, entre 30 et 50 minutes, augmenter les posologies d'antiépileptiques à longue durée qu'on a choisi. Donc en Algérie, ça va être le gadénal. Continuer le traitement symptomatique. Donc on n'oublie pas qu'on est en train de chercher la cause de cet état de mal épileptique. Un épileptique a le droit de faire un AVC, a le droit de faire une tumeur, a le droit de faire un déséquilibre ionique, a le droit d'avoir une hyperthermie, a le droit de faire une hypoglycémie, a le droit de faire une hyperglycémie. D'accord. Donc, rechercher tous les facteurs qui vont pérenniser cet état de mal. Pérenniser, ça veut dire augmenter la vie de cet état de mal, si je puis dire ça entre parenthèses. Alors, l'état de mal réfractaire, c'est après une prise en charge effective et adaptée. Ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé. On l'a mis en position de sécurité malade. On a pris les voies d'abord. On a fait le bilan métabolique. On a fait un scanner cérébral pour savoir est-ce qu'il n'y a pas une tumeur, est-ce qu'il n'y a pas un traumatisme, est-ce qu'il n'y a pas un AVC. Et au-delà de 60 minutes, là, il y a toujours l'état de mal. C'est une situation très grave. Et là, bien sûr, vous avez l'aide de l'arrière. Le pronostic reste réservé, vous l'avez compris. Il y a une survie sans séquelles dans 30% des cas, qui est très bas, une mortalité de 48%. Dans tous les cas, dans notre tête, il faut mettre le malade en condition. Libérer ses voies aériennes, oxygénothérapie, voie périphérique. Ça veut dire qu'il y a une voie pour prélever le sang, il y a une voie pour administrer votre traitement. Surveillance de toutes les constantes, saturation, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, glycémie, ionogramme et la pH métrie. Traitement étiologique, bien sûr. C'est clair qu'on ne va pas traiter juste un symptôme, on va traiter l'étiologie. Donc, il faudra faire des investigations plus poussées. Et mise en place d'un traitement épileptique le plus tôt possible. Peut-être remettre le traitement qui était
dont le malade était bien avec, ou peut-être changer un traitement car il ne lui correspond plus. Alors, état de mal réfractaire, vous l'avez compris, c'est l'AREA. Poursuite de traitement épileptique. Faire un monitorage EEG. Vous savez qu'il y a des EEG portatifs. Il peut y avoir un EEG en réa qui va vous faire un tracé continu et vous allez savoir est-ce que le malade il répond bien à votre traitement. Car quand il est en réa, il est sous anesthésie générale. Pas d'études randomisées comparant les différents traitements. Le phénobarbital, utilisé plus de 30 ans, reste une référence dans l'état de mal. Il y a des alternatives, le midazolam et le propofol, euh, qui sont tous des anesthésiants qui sont mis en place en réanimation. La ventilation mécanique, contrôle des voies aériennes systématique, assurer la liberté des voies aériennes, oxygénation, intubation orotrachéale devant toute détresse respiratoire, altération profonde de l'état de conscience, persistance des convulsions, le thiampoté à 5 mg par kilo, tout ça a été fait en réa. Pas de bénéfice de commencer une anesthésie générale par peine totale à un stade précoce. Il faut que ce soit un état de mal réfractaire. Le pronostic. Alors le pronostic va, vous avez bien compris dans ce TD, que dépendra de l'étiologie. Donc, est-ce que le malade était épileptique? Est-ce qu'il était il avait un AVC? Est-ce qu'il était diabétique? Tout ça va rentrer en compte. La durée des convulsions, on a bien compris que plus la durée des convulsions était longue, plus il y avait une perte neuronale, pardon, et plus ça va être dur. L'âge, qui est un pronostic, qui est un facteur de pronostic aussi. D'autres facteurs. Alors, l'autre facteur le plus important, est-ce que le malade est pris en charge bien par nos soins? Le retentissement systématique sur l'état général de notre malade. Les complications, on peut avoir des complications liées au traitement, telles que la complication la plus fréquente, c'est une allergie à un antiépileptique, une allergie à un traitement, une infection, enfin, voilà. Hein. Complications de la réanimation, c'est surtout les infections. Là, vous savez qu'on est dans une période Covid. Imaginez un état de mal qui vient, qui n'avait pas de Covid, qui va avoir le Covid en réanimation. C'est encore plus difficile à, à traiter. Et l'état de mal franc ou larvé, ça veut dire que le malade, comme il est en réa, comme il est en pain total, le fait de le mettre en EEG continu, on peut savoir à ce qu'il fait ce qu'on appelle des crises continues qui sont vues que par l'EEG. Et c'est ce qu'on appelle l'état de mal franc ou larvé. Et là, on peut augmenter le traitement. Là, l'EEG est très très utile quand on a un état de mal réfractaire, car on peut faire un enregistrement tout en sachant que le malade, il est sous anesthésie générale, donc il ne va pas faire la crise d'épilepsie tonico-clonique que vous avez vue au début, mais l'EEG va nous dire est-ce qu'on a été efficace ou pas efficace? Conclusion. Alors, c'est une prise en charge urgente, association de benzodiazépine avec des antiépileptiques de longue durée dès le premier temps. Deuxième temps, augmenter les posologies de votre traitement à longue durée à dose maximale. L'état de mal réfractaire nécessite une anesthésie générale qui est faite en réanimation, mesure de réanimation et contrôle des facteurs de pérennisation. Merci de votre attention.